en 2011, dans mon esprit, l'immobilier était déjà au top et j'avais l'impression d'investir en haut de la bulle. Parce que tu te rends compte que si tu n'as pas de projet pour toi, pour ta vie, y en a plein qui vont avoir des projets pour toi, Qui vont s'en occuper. qui vont s'en occuper. Non, je ne pense pas que ce soit un bon moment. Ok. Mais vu que c'est aujourd'hui qu'on vit et qu'on a le moment présent, c'est le seul endroit sur lequel on a le contrôle. Bienvenue dans le monde de demain, le podcast de Monnaie Liberté qui cherche à comprendre, grâce à ses invités, à quoi ressemblera notre avenir sous l'angle de leurs compétences et expertise. Je suis Gabriel Paré et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Michael Ferrari, qui est une machine, disons-le, un maître de l'investissement immobilier. Michael, merci d'être là et d'avoir accepté de me partager ton temps. Avant de te présenter davantage, comment vas-tu ? Très bien. Écoute, merci pour l'invitation en tout cas et je suis ravi de partager ma passion de l'immobilier. C'est moi qui suis honoré. Alors, tu es aujourd'hui un investisseur expérimenté. Je te présente un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et reconnu, donc dont l'expertise dépasse celle de l'immobilier, même si c'est encore le cœur de tes activités. Tu es une personnalité publique qui a su bâtir une magnifique communauté de plus de 140 000 personnes qui te suivent notamment sur ta chaîne YouTube, mais également sur tes sites où tu as des programmes de formation pour ceux qui souhaitent suivre tes pas qui reposent sur 3 grands piliers, l'investissement immo, l'investissement boursier et l'entrepreneuriat. Oui. Tu possèdes aujourd'hui également la casquette d'auteur avec un livre intitulé « Par ici la sortie, développez votre intelligence financière et mettez votre argent au service de vos rêves ». Alors, c'est magnifique, j'ai envie de dire chapeau. Souhaites-tu ajouter ou préciser un ou plusieurs points ? Non, écoute, c'est très bien. Très, très, très bonne présentation, bravo. Bon, super. Alors, la plupart des questions concerneront le marché immobilier et ta vision sur l'avenir. C'est le principe du podcast, essayer d'anticiper pour comprendre le monde de demain. Mais avant, je souhaiterais en connaître davantage sur toi. Ta position actuelle est le fruit de ton chemin. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, tu t'es pas téléporté là. Est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours qui, je suis sûr, pourra en inspirer plus d'un ? Ouais, bien sûr, je peux en faire un résumé pour essayer d'illustrer les points, voilà, les moments clés peut-être. C'est ce que je raconte d'ailleurs en détail dans mon livre, pour ceux que ça intéresse. L'idée, moi, ce qu'il faut comprendre dans mon parcours, c'est que je viens d'une famille très modeste, que mes parents ont été surendettés quand j'étais adolescent et que du coup, ça m'a un petit peu forgé. Souvent, tu sais, on présente les difficultés financières comme des trucs horribles. En fait, c'est souvent des cadeaux déguisés. Tu sais, c'est ce qu'on dit souvent en coaching, hein, c'est un cadeau déguisé. C'est parfois plus simple de se réaliser quand on a eu de l'adversité jeune que quand tout nous a été présenté sur un plateau. Et donc, c'était mon cas. C'est-à-dire que j'ai eu cette adversité-là et puis ce questionnement assez tôt par rapport à l'argent. Et ce qui fait que moi, mes parents, si tu veux, m'ont toujours dit fais des études. Ils n'ont pas fait d'études, donc fais des études et trouve-toi une bonne place, quoi. Les conseils classiques. Ouais, le classique. Qui avait fait ses preuves, hein, qui était valable, hein, je pense, à l'époque où ils me l'ont donné. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas, mais c'est moins le cas. Voilà, c'était valable. Et donc, si tu veux, j'ai suivi ça. J'ai fait des études, alors plus ou moins, voilà, avec des petites pauses, etc., parce que je voulais être indépendant et gagner ma vie. Tu avais pris quelle voie, par curiosité, tu avais pris quelle voie pour ces études ? Alors, moi, c'était assez. J'ai expérimenté, exploré des choses. Je suis parti dans une. J'ai fait dans quel ordre ? J'ai fait une seconde où je suis parti en biologie. Okay. Tu vois, je suis parti dans une seconde technique. Après, j'ai basculé vers de l'électronique et j'ai terminé dans de l'informatique avant d'aller de m'orienter vers du management du système d'information. Voilà, en gros, mon parcours. Je suis passé par de l'informatique embarquée. Donc, par exemple, j'ai appris à coder en développeur, en assembleur, pardon. Je fais du code en assembleur sur des cartes qu'on crée. Enfin, voilà, je fais plein de trucs comme ça. En fait, moi, j'ai suivi un peu mes centres d'intérêt, quoi. Je pense que c'est toujours une bonne manière d'être passionné dans ce qu'on fait. Donc, tu t'es écouté très tôt. Tu as réussi à t'écouter, à te comprendre assez tôt. Ouais, quand même. Quand même, ça a été un des. Ouais. Je suis assez. Là-dessus, si tu veux, c'est pareil, c'est que, à part me dire fais des études, mes parents m'ont laissé beaucoup de liberté.
Et ça, vraiment, je les en remercie parce que ça m'a permis de faire mes propres choix. Alors, pas toujours les bons, mais au moins, c'est moi qui les ai faits et j'ai pu apprendre des leçons de ça assez tôt. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Tu vois, c'est comme mes parents, si tu veux, les études, les niveaux, les diplômes, pour eux, ça ne leur parle pas, quoi. Tu leur dis bac plus 3, bac plus 5, ça ne veut rien dire pour eux. Et donc, si tu veux, ils n'étaient pas très normatifs là-dessus, sur dire il faut faire telle filière ou il faut atteindre tel niveau. Et ça m'a laissé, du coup, une assez grande liberté, quoi. Voilà, avec, encore une fois, ses avantages et ses inconvénients, mais Oui, moi, je trouve que c'était pas mal pour ça, c'est que j'ai pu choisir et changer au gré au gré de mes apprentissages. voilà. Et tu as pu faire tes erreurs et j'aime bien dire, voilà, on apprend plus de ses erreurs que de ses succès. Donc, Ouais. j'ai beaucoup appris personnellement et donc tu as pu apprendre aussi comme ça, par essais et Ouais, erreurs voilà, et ça m'a beaucoup, ça m'a laissé vraiment un champ d'expérimentation. Et donc, si tu veux, je suis devenu salarié, hein, logiquement, à la fin de mes études, mais j'ai tout de suite vu que ça ne me convenait pas du tout, euh, parce que un cadre assez rigide et des postes surtout pas intéressants. Moi, c'est surtout ça qui m'a frappé quand j'ai commencé le salariat. Je me suis dit, putain, je me suis tapé toutes ces études pour faire un job de développeur de base où en fait, tu n'as aucune marge de manœuvre, tu es dans un projet, tu as un petit rôle dans un projet. Je dis, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Moi, je cherche pas un poste en fait, je cherche une aventure, tu vois, je cherche un projet, je cherchais pas à me sécuriser un petit truc au chaud, tu vois, je cherchais pas un poste de type fonctionnaire ou me créer une petite rente de situation dans une grosse boîte, comme j'ai beaucoup vu autour de moi en fait. Hein. Donc les gens cherchent tu sais, à se créer une petite forteresse, ouais, bien à sûr. sécuriser des rôles, à rendre les trucs un peu flous autour de soi, comme ça personne n'est embêté, puis à t'accrocher là-dedans pendant des années. Enfin, voilà. Moi, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, j'ai vu que ça ne m'allait pas, et donc très vite, je me suis orienté vers comment on fait pour gagner de l'argent et voilà, sans qu'il y ait en ayant le moins d'intermédiaires possible Mmh. entre la personne qui te paye, que ce soit un client, un locataire, peu importe ce que c'est, et toi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que plus il y avait d'intermédiaires, moins tu étais en Mais contrôle, moins tu faisais il y des a des choses intéressantes. Enfin, voilà. il peut y avoir des commissions aussi, entre-temps. Enfin, Évidemment, tu laisses des commissions voilà, sur la route, donc ce qui n'arrange pas les choses. Et donc voilà, si tu veux, très tôt, au bout de quand j'ai été salarié, au bout de 3 mois, j'ai démissionné de mon premier poste parce que c'était ça te correspondait nul, pas, ouais. c'était inintéressant. Euh, et après, je suis resté 1 an, je crois, dans la boîte suivante, un peu moins d'1 an. Et après, je suis allé dans un tout petit cabinet. Je suis resté un peu plus, 1 an et demi là-dedans, mais au bout d'1 an et demi, je me suis dit, même ça, c'est pas, ça va pas. J'imagine que déjà en parallèle, tu t'informais, tu te formais pour l'investisseur que tu allais devenir? Ouais, alors c'est pas tout de suite, hein, parce qu'au départ, l'immobilier, c'était pas du tout Sur ta route? ouais, OK. c'était pas du tout dans ma vision. Mais en fait, c'est une rencontre qui a tout changé, puisque à un moment donné, alors par le biais du hasard, je fais la connaissance d'un gars un Américain qui vivait déjà, tu vois, on parle de 2006-2007, je crois, qui vivait déjà de ses revenus Internet. Tu vois, il était déjà sur avoir des sites de niche, diffuser de la pub, toucher de l'argent de Google. Donc, il faisait déjà ça à l'époque. Et donc, il commence à me passer des livres, tu vois, parce que je lui parle un petit peu, moi, de ma recherche, hein, en disant, voilà, je suis salarié dans une boîte, franchement, c'est nul, quoi. Le salariat, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, lui, il me parle de ce qu'il fait, il me dit, commence à lire ces livres, tu vois, il commence à me passer des livres grand public, tu sais, le Père riche, Père pauvre, évidemment, mais tous les anciens. Et puis, en fait, moi, j'ai beaucoup lu les vieux livres du sujet, comme L'homme le plus riche de Babylone, peut-être en as plein dans ce goût-là. Et moi, j'ai surtout lu tous ces livres-là, écouté tu vois, je me suis beaucoup formé auprès du mentor de Tony Robbins, OK. Jim Rohn, qui a été un des premiers mentors de Tony Robbins. Donc voilà, tout ça où c'est beaucoup de recadrage, en fait. Hein. C'est du recadrage mental.
Exactement. Pour faire tomber plein de barrières et passer à l'action. Exactement. Pour sortir de toutes les idées préconçues que l'on a sur l'argent, la manière dont tu peux gagner ta vie. On pourrait dire de la matrice. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la sécurité, tu vois? Rien que cette question-là, ça veut dire quoi la sécurité? C'est très relatif. Et la plupart des gens, c'est le CDI. Par rapport même, tu vois, on va y venir après, je crois, mais tu vois, quand tu parles d'un État, l'État, sa communication, c'est le droit du travail, c'est la sécurité, c'est donc fournir un cadre aux salariés. Tout ce truc-là, en fait, a un coût. Et il peut moi, changer. je me suis rendu compte que c'était pas du tout. Pour moi, ça ne rimait pas avec sécurité, ça, par exemple. Donc voilà, tout ce travail-là, tu vois, d'auto-formation, d'auto-coaching, d'une certaine manière, de travail sur soi. Et donc, naturellement, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ok, j'ai fait ce travail-là, mais concrètement... Comment le transformer? Ouais, c'est bien beau, voilà, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et donc, ce qui fait que le premier pas, ça a été pour moi de devenir freelance, donc de faire le même métier que ce que je faisais, mais en freelance. Et donc ça m'a permis, de par les contacts que j'avais déjà dans cette industrie, de passer freelance, de multiplier mes revenus par 3 ou 4 en faisant la même chose, en ayant pour moi plus de sécurité puisque je pouvais choisir mes clients, choisir mes projets. Après, en prenant des risques supplémentaires, parce que par exemple, si tu ne travailles pas, tu ne factures pas, tu n'es pas payé, voilà, ça faisait partie du jeu. Et donc, voilà, je fais ce premier pas-là en me disant, ça va me permettre de beaucoup mieux gagner ma vie, ce qui sera déjà plus acceptable pour moi. Et puis, rapidement, évidemment, en étant freelance, je me rends compte que tu as un plafond de verre, tu échanges ton temps contre de l'argent, voilà, tu as toutes ces contraintes-là qui existent. Et donc, j'ai commencé du coup à investir dans l'immobilier peu de temps après de passer freelance, en me disant, bon, ok, maintenant il faut capitaliser dans l'immobilier long terme avec le truc de base de l'immobilier qui reste vrai et qui restera vrai jusqu'à la fin des temps dans l'immobilier. On peut acheter l'immobilier avec les levées de la banque. Donc, peu importe les conditions du marché de l'immobilier, vous achetez un truc qui vaut 100 000 ou 200 000 avec peu, voire à l'époque, zéro. Zéro apport, ça tu parles. Ouais. Zéro apport. Aujourd'hui, il y a très très souvent un apport, bien que j'ai encore eu des exemples de gens qui n'avaient pas fait d'apport. Mais même avec un apport, il y a l'effet de levier qui reste en fait le seul truc intéressant dans l'immobilier. Je le dis souvent, même en étant moi-même passionné d'immobilier, etc. Pour moi, c'est le seul intérêt de l'immobilier, parce qu'après, en face, c'est beaucoup de contraintes et beaucoup de... tout ce qu'on Et puis souvent, il faut un capital. Par exemple, en bourse, on ne peut pas acheter d'actions sans avoir de capital. Le gros avantage de l'IMO, comme tu viens de le dire, c'est qu'on peut se faire financer son capital par la banque. On se fait financer son patrimoine et c'est le locataire qui rembourse à la banque pour nous. Donc ça reste et après, la caractéristique. Il y a toutes les caractéristiques de rentabilité, justement, combien coûte le prêt, combien me rapporte le bien immobilier que je possède. Je dis ça parce ça nous servira pour plus tard. Donc là, on est en quelle année là, quand tu commences, toi, à investir, à justement utiliser le levier bancaire? Premier investissement, c'est 2011. 2011. Donc, parce que là, aujourd'hui, on est dans une situation où les taux d'emprunt ont augmenté, rendant un peu plus difficile aux primo-accédants. Est-ce qu'en 2011, j'ai possédé un appartement, mais je l'ai vendu, je suis un bébé, je suis un débutant en immobilier, je préfère te prévenir, donc je vais poser des questions naïves, mais est-ce qu'en 2011, on était dans des bonnes conditions pour justement faire ce levier? Est-ce que les taux comment étaient les taux à l'époque? Quel était l'environnement d'investissement? En 2011, la période était plutôt bonne. Les taux, alors je crois que j'ai dû avoir un prêt à 4,5, je crois. On était à peu près sur les taux actuels, si je ne dis pas de bêtises. Okay. C'est intéressant. Par contre, les prix étaient plus bas. Voilà, ça, il n'y avait pas eu toute l'inflation. Le QE qui a fait. Ça c'est un gros changement, hein, c'est clair. Hein. C'est que la valeur de l'immobilier a pris beaucoup, beaucoup de valeur. Mais comme tous les actifs, hein, à cause de la politique monétaire. De l'impression monétaire. Voilà. Bon. Mais à part ça, on était déjà sur des taux qui étaient élevés, entre guillemets. Il
il y avait beaucoup moins d'investisseurs, donc il y avait un côté où c'était un peu plus simple. Il y avait aussi beaucoup moins d'informations disponibles, donc ce qui fait que je suis beaucoup allé à tâtons. Moi, j'ai dû dépatouiller et puis apprendre sur le terrain et puis poser beaucoup de questions aux gens avec lesquels j'étais. Et donc les conditions étaient bien, mais si tu veux, et j'aime bien le rappeler à chaque fois, en 2011, dans mon esprit, l'immobilier était déjà au top et j'avais l'impression d'investir en haut de la bulle. Parce que moi, je regardais depuis 2005. En 2005, je crois que le discours, c'était déjà que c'était élevé. En 2005. En 2005, ouais. Les spécialistes disaient que c'est déjà par rapport aux revenus, tu sais, tous ceux qui font de l'analyse théorique avec des modèles projetés, machin, qui te racontaient que c'était déjà, on a encore un petit suracheté, ça va s'effondrer. On a encore un petit, ça commence à être haut, il vaut mieux patienter, donc on patiente. 2011, pour moi, je me dis, bon, j'achète en haut de la bulle. Là, c'est un pari. Là. Pour moi, je risquais, tu vois, c'était qui tout double. Ouais, je vois. Mais je me suis dit, il y a l'effet levier, et puis à un moment donné, il faut se positionner sur le marché. Si tu attends un point d'entrée, tu peux l'attendre 15 ans, ton point d'entrée. Et si j'avais attendu le point d'entrée de l'immobilier, il n'y en a pas eu. Hein. Oui. Voilà. Même en 2008 même chez nous, en 2008, ça a pas, il n'y a pas eu un... Non, ça, c'est aux États-Unis. Oui, c'est ça, bien sûr. Il n'y a pas eu de... La vague ne s'est pas propagée sur l'immobilier européen et français. Quoi. Okay. Non. En tout cas, pas du tout dans les mêmes ampleurs qu'aux États-Unis. Donc non, 2011, il me semble que la courbe, elle infléchit un tout petit peu de 2009 en décalé, mais après, c'est reparti. C'est pas vraiment un dip, quoi. C'est une latéralisation. Ouais. Donc, tu vois, j'aime bien rappeler ce truc-là aussi, hein, c'est en termes d'état d'esprit. Alors, encore une fois, hein, la valeur des actifs était plus faible à l'époque. Inférieure. Hein, il faut aussi contextualiser. Mais à l'époque, pour moi, l'immobilier était au plus haut. Et j'avais l'impression d'investir en haut de bulle, en haut de cycle, et de prendre un risque potentiel sur la valeur du bien. Mais je l'ai quand même fait en me disant un truc tout bête. Si mon loyer permet de rembourser le prêt, je m'en fous. J'y vais. Le risque est minime. Et je l'ai fait comme ça. Voilà. Ok. On va peut-être continuer justement sur comment on est dans l'IMO et l'évolution en fonction du temps. Je vais pouvoir enchaîner avec la suite parce que pour notre situation actuelle, donc on va dire les taux sont à peu près pareils. Maintenant, la valeur nominale des biens immobiliers est plus élevée, tu l'as dit, ce qui a tendance à changer le ratio de rentabilité. Oui. Parce que les loyers, eux, n'ont pas forcément suivi l'évolution du prix, quoi. Et aujourd'hui, la première question que j'ai envie de te poser, on l'a dit, c'est jamais le bon moment. Est-ce qu'aujourd'hui, et comme en 2011, est-ce que c'est en fait un mauvais moment? On nous dit que c'est un mauvais moment, mais est-ce que finalement c'est un bon moment pour rentrer, d'après toi, d'après ta vision? Non, je ne pense pas que ce soit un bon moment. Ok. Mais vu que c'est aujourd'hui qu'on vit et qu'on a le moment présent, c'est le seul endroit sur lequel on a le contrôle. Et donc, si tu veux, malgré cela, parce que j'essaie d'être objectif, tu sais, par rapport à l'immobilier et puis à la dynamique dans laquelle on est, malgré cela, donc quand je dis cela, c'est effectivement donc, la valeur des biens, et puis les contraintes réglementaires comme le DPE. On peut en parler. Voilà. On peut en parler. Donc, il y a un environnement qui n'est pas propice, qui n'est plus autant propice à l'immobilier. Donc là, on parle de la France, hein, parce que après, je sais que il y a l'arbitrage géographique et que quand on parle de marché immobilier, il y a plein de marchés. Il y a les marchés des villes, le marché on va dire des provinces déjà dans un pays, mais après, il y a le marché mondial. C'est pas pareil d'investir en France qu'en Thaïlande, etc. Il y a des contraintes et des règles différentes. Donc là, on se concentre sur le marché français. Et excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse reprendre notamment sur ces nouvelles contraintes administratives. Et alors, DPE, ça veut dire diagnostic de performance énergétique pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que j'ai jamais parlé d'immobilier encore sur la chaîne. Donc, les gens qui regarderont, je pense, ne sont pas tous, comme ta communauté, des investisseurs avertis ou en tout cas n'ont pas forcément la fibre ou les connaissances. D'accord. Ouais, donc le DPE, pour contextualiser, c'est donc un diagnostic. Donc, il y a déjà, en France, quand tu fais une transaction, il y a déjà
selon alors, les régions, mais tu peux avoir une dizaine de diagnostics sur l'état des risques et pollutions, sur certaines nuisibles, sur le DPE, enfin voilà, il y a un certain nombre de diagnostics selon les cas. Et donc le DPE porte sur la partie énergétique et consommation de logement, puisque c'est la nouvelle obsession en France et en Occident de se flageller parce que tu as allumé ton chauffage, tu l'as mis à 20. Et donc, voilà, tu es un sous-humain parce que tu as osé chauffer à 20 degrés. Voilà, c'est tout ce délire autour de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de la planète. Hein, c'est pas blanc ou noir, hein, mais voilà. Il y a une confusion entre pollution de l'air, de l'eau que l'on sait faire et la température et le climat. Mais voilà. Et puis surtout bon, le seul indicateur de la pollution, c'est le CO2 hein, maintenant, parce qu'il n'y a que ça. Oui, voilà, qui n'est pas un polluant. Mais... Voilà, en plus. Voilà. Bon, bref, donc il y a tout ce délire-là. Donc ça se manifeste dans un DPE. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne que je vous invite à aller voir, où je retrace l'historique administratif du DPE, parce que c'est ridicule, enfin, c'est vraiment le niveau de création administrative mal fait. Tu imagines qu'il doit y avoir des centaines de personnes qui ont bossé dessus dans l'administration et tout. Enfin, j'imagine très bien le délire. Alors, et pour sortir Vas-y. Excuse-moi, pour spoiler un peu, parce que je l'ai vu, tu racontes bien effectivement à quel point ils hésitent, ils avancent, ils reculent, ils font des... Enfin, on a l'impression que rien n'est coordonné et qu'ils avancent à tâtons, mais mais on n'avait pas pensé à... On a fait ça, mais on n'avait pas pensé à ça. Enfin, bon. Et le fond du sujet, c'est donc qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le diagnostic. Déjà parce que techniquement, c'est compliqué. Il ne faut pas non plus l'oublier, hein, de diagnostiquer la performance d'un bâtiment. Il y a tellement de spécificités. Voilà. Et donc, ils ont voulu aller en mode on va être le plus précis possible, sauf que il faut avoir les outils, les algorithmes, et les personnes sur le terrain formées. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas encore tout ça. Et c'est une histoire qui a démarré il y a plus de 10 ans, je crois, hein, de mémoire. Donc, ça fait 10 ans qu'ils affinent le truc. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incohérences. Et donc, ce qui fait que c'est une contrainte, puisqu'il y a une interdiction de louer les biens les moins performants. Donc, la note va de A à G, et puis les biens classés G seront interdits à la location à partir de 2025. Et puis après, ça sera les biens E quelques années plus tard. Voilà, donc il y a ce truc-là qui fait peur, puisque il y a quand même, selon la lettre, et voilà, il y a quand même 5 à 10 millions de logements qui sont potentiellement inlouables d'ici quelques années. Donc, ce qui fait peur, en fait, à tous les non-investisseurs, ça leur fait très peur. Bien sûr. Tous les petits propriétaires également, parce que tu vois, le papy qui a acheté un appart pour sa retraite, lui, ça le dépasse complètement. Tu vois, techniquement, c'est compliqué. Il ne sait pas s'il faut remettre 10 ou 20 000 euros, 30 000 euros de travaux pour isoler la pompe à chaleur. Tu te fais arnaquer par les artisans RGE, parce que dès que tu es RGE, tout est 10-15% plus cher. Il y a des exceptions, il y en a quelques-uns qui sont honnêtes, mais globalement, tu vas surpayer un truc et techniquement, tu n'es pas sûr d'avoir la bonne solution. Donc c'est un foutoir. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis ça souvent, c'est que ça ne fait que renforcer les investisseurs un petit peu professionnels. Et donc, ça élève le niveau. Ça élève le niveau, parce que tu ne peux pas te contenter aujourd'hui de faire de l'immobilier à la petite semaine, parce qu'il y a ces contraintes-là à respecter. Voilà. Donc, ça crée beaucoup de contraintes, l'immobilier. Et il y en a plus aujourd'hui qu'avant, pour reboucler sur ce qu'on disait au départ. Il y en a plus aujourd'hui qu'avant, c'est clair. Ce qui est pénible, hein, ce qui est pénible, parce que même ces histoires de DPE, bon, est-ce qu'elles elles vont améliorer le marché à long terme, mais tu parles de la qualité des biens? Ouais, de la qualité des biens, bien sûr. Mais bon, c'est les locataires qui vont le payer, hein, faut pas se leurrer, hein, les loyers ont fortement augmenté. Parce qu'il y a moins de biens et parce que quand en tant qu'investisseur, tu as mis plus d'argent dans la rénovation, tu cherches à le répercuter autant que possible. Alors,
c'est pas du 100%, mais ça, voilà, tu cherches à, évidemment. Et est-ce que c'est pas après aussi, parce que tout ce millefeuille de diagnostic, est-ce que c'est pas aussi des taxes, une forme de taxe aussi, pas déguisée, mais enfin taxer le patrimoine des propriétaires, quoi, des Français? C'est une question, hein. On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Après, sur les diagnostics, tu vois, je suis plus mitigé parce que je le vois, par exemple, avec d'autres pays où j'ai pu acheter de l'immobilier ou analyser de l'immobilier, où il y a beaucoup moins, parce qu'en France, on est quand même les champions, hein, niveau administratif, sur le nombre de diagnostics. Dans des pays où tu as peu de choses ou pas de choses, bah, tu es quand même dans le flou en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur non professionnel, tu vois, tu es vite dans le flou. Tu Pour peux détecter les vices, etc. Voilà, on te vend, surtout si tu n'es pas du coin, tu vois, on te vend un bien, ça se trouve, il y avait une station essence, ça a été construit dessus, tu sais pas. Tu vois, tout ce genre d'arnaques qui ont existé en France, hein, où en fait, cette asymétrie d'information entre le vendeur et l'acheteur, voilà. Donc, en France, bon, ça fait partie c'est une contrainte, mais l'ensemble des diagnostics est quand même très rassurante. Tu vois, c'est pas du 100%, mais ça t'exonère quand même d'un certain nombre de risques ou de problèmes potentiels. Donc, c'est pas si mal. Mais après, pour les nouveaux investisseurs, justement. Pour les nouveaux Et investisseurs. comme tu dis, qui seront a priori des professionnels. Parce que si je fais de la projection, par exemple, je vais citer les chiffres de Marc Toiti, qui est un économiste sur un site bien connu, par une chaîne YouTube, acdefi.com. Il rapporte que, si je synthétise, la France, l'État français, possède 4 400 milliards d'euros d'actifs. Ouais. La dette, quand on prend leur bilan, c'est 6 500 milliards. Donc, théoriquement, alors leur bilan, ça considère il y a des facteurs du futur qui sont intégrés dedans, donc il ne faut pas le prendre de façon nette, mais théoriquement, l'État français est en faillite, on le sait un peu tous. Et par contre, quand on regarde ce que possèdent les particuliers en France, donc là, moi, pour ça, je parle des propriétaires actuellement, c'est 16 600 milliards d'euros, dont, alors il y en a 6 000, un peu plus de 6 000, c'est sur les marchés, mais on peut estimer qu'il y a 10 000 milliards peut-être d'immobilier. Et donc on se dit, de façon cynique et mathématique, hein, si on était à la gestion de l'État, eh bien, il y a deux poches de liquidité dans lesquelles on peut aller puiser pour absorber la dette, absorber les dépenses, etc., payer les retraites, parce que quand je parle des dettes hors bilan, notamment, c'est les retraites des fonctionnaires. Donc, il y a la poche de liquidité sur les marchés, mais il y a surtout l'énorme poche de liquidité du marché immobilier. Et de mon point de vue, alors encore une fois, je n'ai pas toute l'expertise que tu as immobilier, mais j'ai l'impression de voir des taxes ou pour faire une nouvelle piscine, où ils vont traquer les piscines, je crois que j'ai entendu, non déclarées. Enfin, il y a des taxes dans tous les sens. Quand on fait un agrandissement, je crois qu'il y a des nouvelles taxes aussi, où il faut des autorisations nouvelles. Ouais, selon la taille de l'agrandissement. Ouais, ça. Mais ça, si tu veux, c'est historique, hein. Moi, j'aime bien regarder dans l'histoire. Tu sais, des fois, tu vois des immeubles dont les fenêtres ont été murées. Parce qu'à une époque, bon, qui n'est pas récente, mais à une époque, tu payais un impôt en fonction du nombre de fenêtres. ou certains pays où les immeubles ne sont jamais terminés. Parce que quand ils sont terminés, tu payes la taxe foncière. C'était la Grèce, ça, notamment, je crois, à une époque, effectivement. Il y a plein, tu vois, donc c'est pas nouveau que effectivement l'immobilier, de par son côté immobile, c'est un peu la vache à lait. Après, il faut bien voir que les trois quarts du marché immobilier, en tout cas des transactions, c'est de la résidence principale. Ce qu'on fait en tant qu'investisseur, c'est un quart, donc c'est minoritaire. Et donc, effectivement, l'État réfléchit surtout à comment il traite les gens qui ont une résidence principale. C'est surtout ça mais tu as raison, hein, il y a des taxes sur les abris de jardin, sur les piscines, il y a des taxes d'aménagement, il y a des taxes à tous les étages, mais ça dépasse même la question de l'immobilier en France. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Mais oui, c'est assez simple d'augmenter les taxes sur l'immobilier ou les propriétaires immobiliers, bien sûr, puisque ça concerne quasiment tout le monde. Même en tant que locataire, hein, il y a des taxes. Voilà, donc
Je sais pas quoi te répondre de plus par rapport à ça, Non, mais c'est que moi, grâce à toi, j'ai vu un point de vue positif que je n'avais pas abordé, c'est-à-dire l'avantage pour l'asymétrie d'information entre le vendeur et l'acheteur. C'est vrai que tous ces diagnostics, même s'ils sont pénibles, qu'ils ont un coût pour les propriétaires, il y a un avantage pour les futurs acheteurs, et alors qu'ils soient institutionnels ou particuliers, ouais, clairement. c'est un côté bénéfique que tu vois, j'avais pas vu. Et, Oui, oui, et donc, oui, clairement, parce qu'il y a plein de pays où tu achètes un bien, bah, tu achètes tel qu'il est là, tu le vois, et tu pries. et tu pries. Tu ne sais pas ce qu'il y a dessous, ce qu'il y a eu avant, tu ne sais pas ce qu'il y a dans les murs, tu ne sais pas si ils ont utilisé comme matériaux, si se trouve, ils ont utilisé des matériaux qui sont interdits, tu sais rien. Voilà, donc c'est, il y a un bon niveau de protection des acheteurs en France dans l'immobilier. Mais ça fait partie de la qualité du marché immobilier en France, malgré tout. Ouais. Et malgré le fait que le gouvernement, l'État est très endetté, mal géré, que ça va pas en s'améliorant. Mais voilà, la qualité d'information dans l'immobilier est plutôt bonne. Ouais, ouais, donc la question qui vient, c'est en gros, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Ce ratio fait que c'est encore valable si tu as accès au levier bancaire, on parle de ça, ou même si tu es un investisseur étranger, d'investir en France, de ton point de vue. Si tu as du levier bancaire, oui. Si tu n'as pas de levier bancaire, je n'irai pas forcément investir en France. Est-ce que tu as des pays, tu peux en dire 2-3, peut-être des pays privilégiés où justement, avec ta vision, avec tout ce ratio, avantage d'asymétrie d'information, sécurité étatique, et cetera, c'est quoi tes pays qui te seraient, que tu privilégierais? J'irai pas forcément investir dans l'immobilier physique, tu vois, n'importe où. Parce OK. que, en fait, si tu veux, c'est un truc que j'ai compris l'année dernière. Euh, c'est que oui, bah, tu vois, quand on parle d'immobilier, bah, tu as souvent un peu les mêmes endroits qui reviennent. Tu as la Thaïlande, tu as les États-Unis, tu vois, tu as des opportunités en Turquie. Enfin, il y a des trucs où il y a des opportunités potentielles. Oui, mais en fait, ce qui compte, selon moi, c'est Mmh. ta connaissance du marché. Pour moi, c'est le facteur numéro un, c'est ta connaissance du marché et ta capacité à, à dénicher des anomalies de marché, en fait. Hein. Parce que si c'est pour aller acheter une maison comme n'importe quel débile à Détroit ou je ne sais où, fais-le, mais tu as zéro avantage concurrentiel et tu risques même de te faire souvent, dans ce genre de cas, un petit peu avoir parce que tu ne connais pas justement les pratiques, le marché. Euh, et donc, au final, tu ne fais pas une si bonne affaire que ça sur le long terme. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, ce qui compte vraiment, c'est la connaissance du marché. Donc, euh, investir en général là où tu habites, ou là où tu passes du temps, ou là d'où tu viens, c'est valable en France pour choisir tes villes, et c'est Ouais. valable pour les pays également, je pense aussi. Sinon, il vaut mieux privilégier un investissement financier ou investir dans un fonds qui gère de l'immobilier et qui le fera, euh, au moins, en tout cas, ça ne te Mmh. prendra pas de temps. Ouais. Et, Ou voilà. dématérialisé comme la bourse, c'est ton deuxième pilier. C'est-à-dire que voilà, c'est un des avantages également de la bourse. C'est vrai que les actions étant digitalisées, elles te suivent où que tu sois. Oui, 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 oui. Donc c'est pour ça que tu vois, si tu as du cash, aller le mettre, aller dire, je vais le mettre dans un pays donné parce que j'ai entendu que l'immobilier c'était bien. Ouais, Euh, c'est ouais, je comprends c'est bien. Je c'est comprends. très très délicat. T'as un gros risque, sans parler de te faire purement arnaquer, mais tu as un gros risque d'avoir juste un investissement qui n'est pas du tout performant au même niveau que ce qu'on t'a annoncé au départ. Mmh. Et surtout quand on parle depuis tout à l'heure, je te questionne sur l'immobilier finalement, d'habitation, mais je te suis, hein, donc je t'ai déjà entendu parler de l'immobilier commercial. Alors pareil, j'ai une question, j'ai cru comprendre que, notamment depuis les confinements, tout ce qui était immobilier de bureau, en gros, souffre énormément parce que les entreprises ont tendance à de plus en plus utiliser, les travailleurs à distance et donc n'ont plus la nécessité de louer ou d'acheter des bureaux comme avant. Maintenant, il y a aussi, en fait, dans l'immobilier commercial, il y a aussi, les magasins, les pharmacies, les petits centres commerciaux, enfin, il y a ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous partager ta vision là-dessus? Parce que moi, au départ, avant de t'écouter et d'entendre qu'il y avait aussi dans l'immobilier commercial, en fait, des bons plans, il y a des stratégies, en fait, d'investissement qui sont encore valables. Moi, je pensais que ça s'écroulait, quoi et naïvement, je me Ouais, disais
naïvement, je me dis: «C'est fini» et en fait, non. En fait, non. Alors, comme toujours dans l'immobilier, il y a le truc général et puis il y a le marché. Il y a plein de micro-marchés. Il y a plein de micros. Ça, c'est vraiment avoir conscience de ça. C'est que, tu sais, même dans un secteur où où rien ne marche, si tu trouves, ou si toi tu montes Un une truc qui boîte avec un bon produit, avec un bon prix, même si le secteur il est morose, ben, tu vas t'en sortir, tu vas gagner ta vie, quoi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Dans l'immobilier commercial, alors effectivement, tu as les bureaux qui ont beaucoup souffert, qui souffrent beaucoup, mais note surtout aux États-Unis. Et tu sais on a en Europe, on a tendance à beaucoup regarder ce qui se passe aux États-Unis. oui. Euh, et donc, aux États-Unis, oui, tu prends une ville comme San Francisco, c'est très très grave ce qui se passe là-bas avec les bureaux, hein. Euh, C'est-à-dire que tu vois, même enfin, aujourd'hui aux États-Unis, des boîtes, des startups, parce que c'est souvent des boîtes comme ça, alors, qui sont parfois grandes, avec beaucoup de salariés, hein, qui aujourd'hui n'ont aucun intérêt à reprendre des bureaux. Tu vois, celles qui sont, elles sont toutes souvent il y en a qui sont en remote, Mmh. elles n'ont aucun intérêt à reprendre des bureaux, même à moitié prix, et même ailleurs dans le pays, parce que les entrepreneurs qu'on parle, ils font le calcul, ils se disent bah ouais, ça va me coûter tant de faire revenir tout le monde au bureau. Quel est l'intérêt, quoi? Donc il y a cette tendance effectivement de euh, d'une baisse de la demande de mètres carrés bureau, c'est clair. Euh, donc c'est pour ça que je dis que ça dépend du marché. Parce qu'il y a l'aspect bureau, il y a l'aspect centres commerciaux aussi, qui a été un gros point de vigilance, même avant le confinement, le Covid, OK. euh, parce que tu as des cycles de vie quand même dans ce secteur. Tu sais, les centres commerciaux d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose que les centres commerciaux d'il y a 10 ou 15 ans, en termes d'attente des clients, d'expérience, etc. Et donc, bah, il faut les recycler, il faut les repositionner, ces actifs-là. Et donc, c'est un métier à part entière. Et les actifs, quand ils sont mal placés dans des zones qui deviennent plus attractives, qui perdent tout simplement de la valeur parce que tu ne peux rien en faire. Ben voilà, il y a toute cette dynamique-là. Et tu vois, dans cette poche-là, par exemple, pour donner un exemple positif et pour montrer que bah, c'est de la créativité toujours, dans cette zone-là, par exemple, aux États-Unis, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le fait de reprendre les centres commerciaux de qualité moyenne dans des zones un peu moyennes Mmh. et de les reconvertir en centres de loisirs. Donc, ils les vident, ils font des salles avec trampoline, etc., des centres où les familles viennent passer la journée. Tu vois. Donc, il y a toujours, c'est une évolution perpétuelle. Mais au global, ouais, au global, les bureaux, les bureaux, c'est délicat, même en France, mais c'est moins, je pense, que c'est dans une moindre mesure par rapport aux États-Unis. Il y a une demande en baisse sur le nombre de mètres carrés. Mais la fourchette qu'on a pour l'instant des pros, c'est que c'est pas un moins 40%. On est Ouais. plutôt sur du moins 10%, moins 15% de demande, En sachant que tu sachant avais déjà, un peu de stock. Là aussi, tu as quand même une obsolescence. Tu vois, sur des bureaux, les bureaux, ça vieillit aussi assez mal. C'est-à-dire que les bureaux d'il y a 20 ans, c'est plus bien sûr, du tout c'est ce plus que du tu tout avais adapté aujourd'hui. à la demande, Voilà. actuelle, bien sûr. En plus de la question énergétique, voilà. Donc ouais, c'est un actif en souffrance. Et à côté de ça, comme tu le disais, moi, je m'intéresse plutôt aux locaux commerciaux. Et alors, Donc, ça, est-ce qu'en tant parce que toi, aujourd'hui, tu es un professionnel, tu as toutes ces compétences. Est-ce qu'un primo ouais, un débutant, alors évidemment, par exemple, qui prendrait, tes formations, est-ce qu'il peut accéder, à des investissements comme ça? oui, bah, oui, oui, bien sûr, c'est pas. C'est pas réservé, il y a pas besoin d'une licence ou d'être, un Non, non, non. institutionnel? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux acheter des murs d'un local commercial sans. Il n'y a pas besoin d'être accrédité ou autre. Et selon les endroits, c'est pas non plus forcément toujours des très gros montants. C'est parfois, enfin, ça peut être le prix d'un appartement, tout Mmh. bêtement. Donc, voilà. Après, c'est un marché différent, c'est-à-dire tu t'adresses à des professionnels et toujours pareil, et enfin encore plus que pour de l'habitation. Parce que de l'habitation, tu peux en faire n'importe où.
il y a toujours des gens qui veulent habiter n'importe où. Enfin, tu vois, toujours besoin, toi, au-dessus de la tête. Ouais, c'est ça. Il y a une question de prix et d'offres adaptées, mais ça peut être n'importe où. Pour les locaux commerciaux, là, effectivement, il faut que le professionnel qui loue ce local, il ait sa clientèle par rapport à son activité. Donc là, il y a une question de marché qui est importante, avec notamment, tu sais, il y a eu tout un petit peu ce dépérissement des petites villes, les centres-villes de petites villes où tu as des locaux vides, tu vois, typiquement ça c'est un petit peu en perte de vitesse. Mais dans les zones où tu as des zones piétonnes, des centres-villes, etc., il y a une très très grosse demande et puis les locaux sont tout le temps pleins, quoi. Oui. Donc, il y a un flux de clients important, donc les services sont pérennes, quoi. Les professionnels arrivent à développer. Et puis malgré les changements qui sont liés à la demande, aux habitudes des gens, à Internet, etc., on se rend quand même compte que les commerces de proximité, ça reste un truc dans le temps valable. Les gens continuent à aller au magasin du coin. Et donc, c'est périn sur le long terme de détenir ce type d'immobilier. Et encore une fois, ce type d'immobilier, si on parle par exemple d'un rez-de-chaussée d'immeuble de centre-ville, je ne parle même pas d'hypercentre d'emplacement numéro 1, hein, je ne parle pas des Champs-Élysées, tu vois, juste tu es dans le centre-ville d'une ville moyenne, même si un jour cette rue-là ne devenait plus commerçante, en tant que propriétaire de ce local, tu as toujours l'option de dire je le convertis en habitation, quoi. Ou je le convertis en location courte durée, tu vois, pour rester sur du commercial sur lequel tu n'as pas besoin de place de parking, etc. C'est adaptable. C'est adaptable. Tu parlais de la démographie, parce que donc sur les habitudes des gens qui vont dans ces petites supérettes, est-ce qu'il y a aussi pas un impact, pas démographique, mais d'âge? C'est-à-dire que on sait que la population française a une démographie assez qui est penchée vers le côté âgé. Ça va jouer, j'imagine aussi, je t'emmène un peu là sur la prospective, ça va jouer aussi sur le marché parce que ces gens-là, c'est eux c'est eux les propriétaires principalement. On sait que les jeunes ont de plus en plus de mal, notamment à cause des mécanismes monétaires dont on a parlé au début et de l'augmentation nominale des prix, donc d'accéder à ces biens. Comment tu penses que ça va impacter le marché? Je pense que le commerce de proximité pour moi, reste à quelque chose de recherché par les clients, mais en général. Mmh. Et effectivement, pas que les personnes âgées. En France, effectivement, on arrive dans une période où il y a beaucoup de personnes âgées par rapport à la population, mais on reste avec une démographie qui reste bonne en France. C'est ça aussi qui a un soutien qui est bon signe pour on va dire le moyen terme pour l'immobilier en France, c'est qu'il y a une bonne démographie. Alors, on n'est pas au seuil de renouvellement et on n'est pas en expansion, mais on n'en est pas loin. Okay. On verra avec les nouveaux chiffres actualisés, parce que ça risque de baisser un peu, mais globalement, on n'en est pas loin quand même. On est en bien meilleure posture que bien des pays que je regarde. En ce moment, je suis fasciné par le développement économique de la Corée. Ok. Parce que tu te rends compte que c'est un pays qui, en 60 ans, a été entièrement détruit, qui est parti de zéro. Et de voir comment ils se sont développés, c'est impressionnant. Mais par contre, ils y ont laissé des plumes, puisque ça s'est fait au détriment des habitants, quoi, qui sont notamment sur le travail. Alors, c'est peut-être un peu simpliste ce que je dis là, mais ils sont très orientés de travail, ce qui fait que du coup, la famille disparaît et qu'ils ont une natalité qui est déplorable, quoi. Et ce qui menace le pays à 20-30 ans, ça menace vraiment l'existence du pays. Waouh, l'existence même du pays. Ben oui, parce que quand tu vois il n'y a pas de renouvellement du tout de la population. La population, et voilà. Bon, et le Japon, dans une moindre mesure. Hein, j'avais entendu parler de ça, qu'il y avait certaines maisons d'ailleurs qui se donnaient au Japon. Tu peux aller à la campagne, acheter des maisons pour quelques euros, parce que et je crois que la stat que j'avais entendue, c'est qu'ils fermaient, je crois que c'est 400 écoles par an. Waouh, c'est dingue. Voilà, donc en France, on
on est beaucoup moins touché par ça. C'est pas l'idéal. Donc, si tu veux, c'est un facteur, c'est le facteur le plus important dans l'immobilier quand même. Il ne faut pas le négliger. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est un élément de confiance dans l'avenir. Voilà. C'est finalement un argument de plus dans la balance avantage-défaut. Ouais. Pour investir en France, je parle. Et donc, pareil, je n'étais pas au courant qu'on était aussi proche de ça que de l'équilibre. On n'en est pas loin. Alors, je n'ai pas regardé là récemment, mais je crois que le seuil, c'est 2,1 et je crois qu'on est à 1,8, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Et la Corée du Sud, donc, qui te passionne, est-ce que tu y es allé? Non, ça, c'est le projet cette année, ça. D'accord. Cette année. Et alors, qu'est-ce qui t'a intéressé? C'est la façon dont ils se sont relevés? Ben, c'est de voir, en fait, c'est de comparer. Tu sais, j'avais discuté, moi je suis au Portugal, donc j'avais discuté avec un Portugais ici qui me disait, je ne comprends pas, le Portugal, ça pourrait être la Suisse de l'Europe, quoi, mais dans l'Europe, quoi. Parce qu'on a tout, on a la mer, on a la météo, et donc, si tu veux, je me suis questionné sur qu'est-ce qui fait qu'un petit pays, puisque la Corée, c'est un petit pays aussi, hein, qu'est-ce qui fait qu'un petit pays, comme le Luxembourg, c'est tout petit aussi. Encore plus petit. Qu'est-ce qui fait qu'un petit pays développe un gros PIB par habitant ou développe, tu vois, des richesses ou devient, voilà. Et ben, tout simplement ce qu'il produit. Hein, tu reviens à la base de la base. Hein. La base de la base. Et la Corée sont dans ce qu'on peut appeler l'économie de la connaissance. Alors, je m'inspire d'Idriss Aberkane, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de limite à l'économie de la connaissance. Et j'ai vu pareil une évolution, un graphique qui montre l'évolution du nombre de brevets déposés par pays depuis les 50 dernières années. Et tu vois qu'à un moment donné, le Japon déposait les 3/4 des brevets dans le monde. À un moment donné, la Corée en déposait quasiment autant que le Japon. Okay. Après, c'était les États-Unis, et maintenant, c'est la Chine. C'est la Chine qui dépose les 3/4 des brevets. Donc voilà, c'est un des indicateurs de croissance future. La croissance chinoise est loin d'être terminée. Ouais, alors par contre, eux, ils ont un problème démographique aussi. Hein. Ils ont un gros problème démographique. Et dis-moi aussi, parce qu'ils ont construit énormément en très peu de temps. Et en fait, si j'ai bien compris, les capacités de construction, à un moment, ont dépassé les capacités de la population à remplir ces bâtiments. Et donc, il y a eu un... Oui, ils ont un petit peu gisement. été optimistes. Voilà, c'est ça. Ils avaient un peu trop construit, un peu trop grand et un peu trop vite. Ils ont étonnamment, d'ailleurs, réussi à contenir cette sorte de crise, parce qu'il y a quand même les plus gros promoteurs du pays qui étaient en quasi-faillite. Hein, et donc, ils ont réussi je ne sais pas du tout par quels moyens, ils ont réussi à éviter que ça dégénère. En tout cas, hein. Donc, bravo pour eux. Et c'est plutôt bien pour la stabilité du pays. Mais, ouais. Oui, parce que pour ceux qui connaîtraient moins un peu tous ces mécanismes, lorsque le promoteur fait défaut, en général, c'est la perte. Alors, il peut la prendre, mais elle se reporte également sur les banques. Et là, on parle donc de promoteurs gigantesques, hein, qui pèsent en dizaines, voire peut-être pas en centaines de milliards, enfin en dizaines de milliards. Et donc, ces pertes peuvent déstabiliser le système bancaire chinois, qui est probablement connecté d'une façon ou d'une autre au système bancaire mondial. Donc, voilà, effectivement, ça a été une vague qu'ils ont réussi à contenir. Je ne saurais pas non plus expliquer clairement. Je crois quand même qu'ils ont laissé faire faillite. Ils n'ont pas forcément mutualisé par de l'impression monétaire toutes les pertes. Je crois qu'il y a quand même quelques promoteurs et quelques immeubles qui ont fait faillite. Hein. Je ne sais pas. Il faudrait regarder notamment Evergrande, ce qui leur est arrivé, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont été concernés par des murs de dette, mais je pense qu'ils ont réétalé beaucoup de choses. Je te ramène en France. Ouais. Tu repars de zéro. Tu n'as rien. Par quoi démarrerais-tu? Ah, vaste question. On va dire, tu as quand même un emploi, tu as un cash flow. On ne va pas préciser que tu sois entrepreneur ou pas. Tu as un cash flow. Par quoi démarrais-tu? Est-ce que tu redémarrais par l'immobilier ou est-ce que tu redémarrais par la bourse? J'ai envie de... Avec tes connaissances actuelles. Je redémarrais par l'immobilier, certainement. Non, la bourse, le truc, c'est que moi, je le vois plus comme une manière d'investir du capital pour du long terme et pas de la création de richesse pour moi, dans le sens où je ne suis pas trader et je ne suis pas de l'achat-vente. Donc, pour moi, l'immobilier est beaucoup plus abordable, beaucoup plus simple. Et donc, ça serait plutôt de l'immobilier, voire créer un business, créer une activité qui t'apporte
des capitaux, quoi. Non, mais tu as un business. La question, c'est quel immobilier, qu'est-ce que tu chercherais en premier? Est-ce que tu referais de l'habitation, court terme, Non, moyen terme? je ferai probablement que du local commercial. Local commercial, ok. Que des pros, ouais, que des pros, Ok. parce que ça, c'est pareil, c'est beaucoup moins contraignant. Non, mais c'est très intéressant parce que là, on parle de. Je t'amène sur les stratégies d'investissement. Comme on l'a dit, dans l'immobilier, en fait, il y en a pas une infinité, mais vraiment, elles sont multiples. Parce qu'il n'y a pas un marché d'immobilier, il y en a des. Voilà, entre les marchés de niche et les marchés. Voilà. C'est énorme. Et donc, voilà, c'est une question, je pense, qui intéressera les gens qui nous écouteront. Parce que avec aujourd'hui l'expertise que tu as, si tu redémarrais à zéro, enfin à zéro, on a bien compris, tu as un cash flow, mais tu redémarres ta vie d'investisseur, tu focaliserais sur les biens immobiliers commerciaux. C'est ça, ouais, à destination des professionnels. Ouais. Alors maintenant, Michael, je vais t'emmener un peu sur les cryptos. Ici, là, sur la chaîne, on a, on a un biais extrêmement positif, évidemment, sur cette révolution que Bitcoin a permise. Et j'aimerais t'emmener donc sur le lien entre l'immobilier, le marché immobilier et les crypto-monnaies, parce que je sais aussi que tu t'y intéresses et que tu as cette appétence, cette compétence. Comment penses-tu que les deux vont interagir, ou quelle est ta vision par rapport à cette technologie qui est en train d'intégrer ton marché favori? Ben, écoute, en fait, on a vu plusieurs tentatives et plusieurs promesses d'utiliser la crypto-monnaie dans l'immobilier. Et la plupart ont été assez décevantes, en fait. Okay. C'est-à-dire que tu te rends compte que c'est des surcouches. Parce qu'en réalité, tu sais, sur pareil, il faut dérouler jusqu'au bout. L'immobilier, dans la plupart des pays, ça termine toujours chez un notaire ou dans un registre quelque part. Et la crypto, et puis c'est un autre registre en fait. C'est un registre sur le registre. Donc il y a quand même un projet qui se distingue, c'est Realty, tu dois sûrement connaître, Oui. qui se distingue parce qu'il permet, voilà, d'acheter facilement, de vendre facilement. Ils ont un effet volume et donc c'est pas mal pour ça. Et juste pour les gens, excuse-moi, ouais. juste pour les gens, effectivement, Realty, c'est deux frères canadiens, mais qui étaient déjà investisseurs immobiliers, qui étaient déjà assez des gros players, c'était déjà des gros players et qui investissent sur le marché américain. Et si je ne me trompe pas, je crois pour chaque entreprise, elle possède un bien immobilier et ils tokenisent cette entreprise qu'ils vendent. Et en gros, en tant que particulier, pour 50 €, on peut avoir un petit bout du bien qu'ils louent. Voilà. Dont la majorité sont à Détroit d'ailleurs. Mais c'est peut-être pour ça que tu taclais Détroit tout à l'heure. Non, ça se passe bien. Non, mais à la limite, je pense qu'il vaut mieux acheter des parts de Realty parce que c'est eux qui gèrent derrière, ils ont un effet volume, exactement, que d'acheter un bien tout seul et te faire arnaquer par l'agence et tout ça. Bref, c'est une parenthèse. Donc ouais, donc dans leur cas, ça, tu vois, ça a une utilité, ça correspond au projet, mais tout le reste, bah, on n'a rien vu de très fou, à part des trucs anecdotiques du style tu payes, t'achètes ton bien immobilier en crypto. Il y a des marchés où c'est utile. ça peut se faire. Voilà, mais à part ça, bah, malheureusement, pas trop de use case, pas trop d'exemples concrets. Si vous avez des idées, faites-moi en part et je serais ravi de travailler sur un projet crypto qui mêle l'immobilier. Mais voilà, à part, tu vois, ces deux cas-là, j'ai pas trouvé de. Tu vois, on aurait pu imaginer qu'il y aurait un côté créatif, mais voilà, au bout du compte, bah, même dans le cas de Realty, tu termines à avoir des parts d'une LLC dans le Delaware qui possède la maison en question. Après, c'est une hypothèse, c'est peut-être le temps que les autorités reconnaissent les registres, comme tu dis, crypto. Là, pour l'instant, ouais, mais non, mais ça arrivera peut-être pas. Ça... non, bah non, parce qu'il n'y a pas de taxe. Si tu ne taxes pas le changement de registre, il faut taxer l'écriture, il faut taxer le coup de tampon, tu vois. Sauf quand ils auront leur blockchain privée, étatique, et qu'ils contrôleront intégralement. Mais c'est sûr que là, si on parle des blockchains publiques, type Bitcoin, type Ethereum, ça arrivera peut-être pas. Comme tu dis, c'est vrai qu'il y a le volet taxe. Voilà, on y revient. Donc voilà, il y a certaines utilités, mais tu ne vois pas pour l'instant la révolution que ça promet, quoi. Parce que ce que ça promet, c'est d'amener de la liquidité dans un marché qui est justement immobile. Alors, il peut être liquide. Liquide, c'est quand un actif est facilement vendable ou achetable. Et l'immobilier à Paris, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de biens qui sont très liquides. On peut trouver très facilement un acheteur. Enfin, si on est vendeur, un acheteur. Mais évidemment, si ce bien, on peut le diviser en 1000,
ça va encore faciliter, et parce qu'il y aura encore plus ça sera accessible à beaucoup plus de monde. Et ça, pour l'instant, cette perspective-là, à part Realty, tu ne vois pas vraiment le marché s'amener là-dessus, quoi. Ben non, parce qu'il faut avoir un effet volume, il faut avoir une place de marché, en fait. Realty, ils sont leur propre place de marché, donc ils ont cette grande force-là. Mais pour avoir quelque chose au niveau, par exemple, national en France, en se disant, tu as un appart à Roubaix, tu vends des fractions de ton appart, tu le mets sur une place de marché, ça n'existe pas, ça. Et puis, Est-ce c'est un peu dur. Est-ce que l'État ne pourrait pas prendre ce rôle? Bon, ils font déjà beaucoup de choses. C'est une mauvaise idée. Non, j'ai rien dit. Faut couper. Ça sera évidemment retiré au montage. Oh, okay. Non, mais ouais, voilà. Donc, non, là, super. Je reste à l'écoute. Mais pour l'instant, voilà, à part ces deux cas-là, j'ai pas vu beaucoup de cas d'usage avec une réelle valeur ajoutée. Ça marche. J'ai envie de te ramener sur tes erreurs. On a dit tout à l'heure qu'on apprenait plus de ses erreurs que de ses succès. Quelles ont été tes plus grandes erreurs dans ton parcours? Ben, si tu veux, je t'ai dit que j'avais investi en 2011 dans mon premier appartement. Après, j'ai racheté un immeuble, mais je l'ai fait bien plus tard. C'était en 2014. J'ai attendu 3 ans. Et puis après, entre 2014, après 2014, j'ai attendu encore 1 ou 2 ans. Et donc, si tu veux, pour moi, une grosse erreur, ça a été de ne pas acheter plus vite. Clairement, avec le recul. Sur le moment présent, évidemment, tu ne le vois pas. Mais avec le recul, ouais, clairement, ça a été une erreur. Ouais. De ne pas passer à l'action pleinement. C'est-à-dire que tu avais peut-être des barrières mentales qui ont retenu cet investisseur qui sommeillait en toi. C'est de reformaliser avec mes mots pour inspirer, mais c'est parce qu'il y a plein de barrières mentales partout dans l'investissement face au marché. Tu as parlé, je sais pas si on a parlé c'est un peu du développement personnel. Lorsqu'on investit, on est tôt ou tard obligé de se connaître parce qu'on partage tous des biais cognitifs et il faut d'abord se connaître ses biais pour travailler sur soi et pouvoir impacter les actions que l'on entreprend. Oui, tout à fait. Et donc voilà, si tu poserais tes peurs et tu démarrerais pleinement avec… Ouais, j'achèterais plus vite, plus tôt. Tu vois, 2005, j'aurais dû acheter. J'étais dessus, me poser la question, j'aurais dû acheter à cette époque-là. 2005. Et puis, bon, après, avec le recul, c'est toujours plus facile de refaire l'histoire. Mais tu vois, plutôt acheter plus tôt, je pense que ça aurait été une bonne chose de faire ça. Et puis, on regarde ce qu'on se disait là, acheter plus de locaux commerciaux plus tôt aussi. Sur du pro, ça, c'était, je pense, une bonne chose aussi. J'aimerais te reposer une question même maintenant sur le droit de propriété même. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, c'est un exemple, l'État possède les terres et lorsque toi, tu es un investisseur, notamment étranger, tu ne peux pas posséder pleinement, avoir la pleine et entière propriété de ta maison, de ton terrain. C'est forcément des baux et donc on décide de l'année. Ça peut être 20 ans, 30 ans, 50 ans en fonction du bien. Est-ce que, en France, parce qu'on est habitué, nous, avec notre vision française, de posséder notre maison et ça nous semble évident. Mais ce n'est pas évident partout dans le monde. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est une possibilité que la France évolue vers ce type de business plan, entre guillemets? Parce que, évidemment, pour l'État, c'est plus intéressant de se dire tous les 100 ans, hop, je reloue mon bail et je touche une rente qui dépasse les taxes, on va dire, classiques. Je pense que c'est assez peu probable que ça arrive. Je vois bien le principe. À mon avis, ils essaieront de faire des choses plus simples et moins symboliques que ça pour presser le citron. Si tu as les idées, vas-y, lâche-les. Dis-nous ce que l'État français s'apprête à faire d'après toi. Parce on est là pour parler d'avenir. Non, mais tu sais, dans les marronniers, les trucs qui reviennent chaque année dans la presse, tu sais, il y a ce loyer fictif.
C'est-à-dire le fait qu'un propriétaire qui vit dans sa résidence principale dont il a remboursé le crédit Ouais. devrait payer un loyer fictif. D'accord, je ne savais pas. Ah oui, ça fait partie des choses qui reviennent régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, je le revois dans la presse. Donc, après, ça, tu sais jamais trop, hein, si c'est juste parce qu'il y a dans l'échiquier politique, tu as toujours les 2-3 communistes qui restent, qui lancent des idées comme ça, ou est-ce que c'est de la communication pour faire passer la pub derrière? Tu sais jamais trop, hein. Mais c'est un sujet que je vois régulièrement revenir sur la. D'accord. Ou est-ce que c'est juste la presse parce qu'ils aiment bien, ça fait cliquer, Oui. tu vois, tu dis, voilà, vous voyez, fictif, vous allez être tous les 2 ans, et ils ressortent le même article en disant, Il voilà. y a de multiples fonctions. Je pense qu'ils le mettent, ils font un sondage. Ah, mais on n'a que 5% là, c'est pas bon, ça suffit pas. Et puis... Tout le monde est, si tu veux, tout le monde est content. Tu vois, le communiste, ça lui fait, il y a son nom qui est dans la presse, elle a des articles qui font cliquer, tu vois, ça fait peur, la peur fait vendre, voilà. Voilà, toi tu te fais peur, c'est bon, tu as eu ta petite dose de cortisol là, pour la journée, voilà. Donc, enfin, blague à part, mais c'est le genre de sujet qui revient souvent. Ce loyer fictif, donc ça peut être un des moyens de considérer que tu es un occupant, voilà, que tu es un sujet, du royaume. Du royaume, et qu'à ce titre, tu dois payer pour l'air que tu respires. On n'y est pas encore, mais ça va arriver, c'est sûr. Ouais. Bon, au moins, a priori, c'est pas pour demain. Non, je pense pas. Très bien. Je te remercie, ça fait déjà donc une bonne heure que je te tiens. J'aime bien finir par soit ton conseil, soit ton adage préféré, soit les deux. Je te laisse conclure. Mon adage préféré en ce moment, c'est il n'y a pas de bon port pour celui qui ne sait pas orienter sa voile. Donc, c'est pas tout à fait ça la phrase exacte de Sénèque, je crois, mais c'est savoir où tu veux aller, hein, en fait. Hein, c'est vraiment ça qui compte. Parce que tu te rends compte que si tu n'as pas de projet pour toi, pour ta vie, il y en a plein qui vont avoir des projets pour toi. Qui vont s'en occuper. Qui vont s'en occuper. Et tu te retrouves dans des systèmes, dans des rouages ou dans des fonctionnements que en fait, tu n'as pas souhaité. Et donc, voilà, donc c'est bien savoir ce que l'on souhaite et ce qui est acceptable pour nous et ce qui n'est pas acceptable pour nous, voilà, dans sa manière de vivre. Parce que, voilà, moi, je vois vraiment tu sais, tout le côté investissement, etc., etc. Tout ça, je le vois au service de ma vie, en fait. Hein. Ça sert à ça avant tout. Et donc, à se créer des conditions de vie voilà, que l'on souhaite, qui nous paraissent bien, qui nous correspondent. Et donc, voilà, faut pas oublier ça et oublier que c'est tout à fait possible, en fait, hein, que le côté, la masse majoritaire des gens CDI, mariés, 2 enfants, tout ça, le truc classique, c'est pas du tout la seule manière de vivre, et que donc vous pouvez vous créer une vie voilà, qui corresponde plus à vos attentes et donc il ne faut pas hésiter à le faire et à travailler dessus, parce que rien que le fait comme tu disais en intro, tu vois, faut faire une boucle, rien que le fait de travailler dessus, c'est le bonheur, c'est aussi ça, c'est simplement de faire le chemin. On voit que tu es un professionnel de la communication. Je te remercie encore, Mickaël. Merci à toi.